Ici, on fait du maraîchage et de l'arboriculture. Et donc, c'est des cycles un peu différents. Puisque l'arboriculture, c'est un temps très long, puisqu'il faut quand même plusieurs années avant qu'un arbre qu'on a planté donne. Et il va donner aussi pendant plusieurs années. Donc, on a une vision de l'année et puis des années qui se suivent et qui s'enchaînent avec printemps, été, automne, qui ne se ressemblent pas toujours, parce qu'il y a des excès dans un sens ou dans l'autre. Mais chaque année, le soleil prend plus de temps à monter dans le ciel, et puis après ça diminue, les journées deviennent plus courtes. Et donc nous, on a intégré ce rythme-là. Et notre manière de penser, c'est à l'année ou sur plusieurs années, quoi. Donc on a un rythme rapide puisque on sait que cette semaine il y a tel ou tel marché ou telle livraison. Que on est en hiver, donc en hiver on s'occupe de la taille, faire du cidre, trier des légumes qu'on a récoltés pendant l'automne. Donc il y a des choses qui reviennent comme ça d'année en année. Et puis il y a des choses qu'on essaye d'intégrer dedans pour développer certains marchés ou certains produits. Donc il y a des nouveautés qu'on intègre dans un rythme qui se succède d'année en année, puisque chaque année on va avoir un moment où les pommiers vont fleurir, un moment où on va récolter, un moment où on va transformer. Et donc il y a un roulement sur l'année, et il y a des roulements sur le mois et des roulements sur la semaine. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce rythme journalier. Alors, il n'y a pas de lumière, on ne travaille pas dehors dans la nature. Et avec les saisons, on a aussi un rythme qui est différent, je pense. C'est clair. On sait toute l'année qu'il y a quelque chose qu'on va faire. Mais elle sera différente. Et chaque mois, ça sera différent, quoi. Et on peut se recommencer. Une année qu'on a raté les tomates, vivement l'année prochaine qu'on recommence. On peut recommencer. C'est pas mal ça. La nature, elle nous permet ça. Quand on sait qu'en été, les journées sont plus longues et les journées de travail seront plus longues. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien en hiver, mais en hiver, on va avoir un rythme de 8-10 heures de travail, et en été, ça peut être 12-14 heures, quoi. En moyenne, 6 à 7 jours sur 7. Il y a du plaisir, en fait, dans tous ces moments d'activité différents. Par exemple, lui, il va être vraiment heureux d'être dans la taille, de retrouver ses arbres un par un et puis d'avoir ses gestes. Moi, je sais que le mois de janvier, c'est la petite vigne qu'on a dans notre serre. Et puis après, on sait que avoir ce rythme de plantation, les petits semis, toujours surveiller l'arrosage. L'arrosage, c'est un rythme journalier. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre très fort. Et puis les récoltes, c'est aussi l'aboutissement de... L'année dernière, c'était un peu difficile parce que c'est vrai qu'il y avait un déficit de chaleur et de soleil, donc on était vraiment malheureux parce que les récoltes, elles n'ont peut-être pas été aussi faciles. Mais on accepte, c'est ça. Il faut continuer quand même. Et qu'est-ce qui vous plaît du coup, alors vous dans la taille et vous dans vos vignes au mois de janvier? Comment vous décrirez ce plaisir que vous avez à aller retrouver ces arbres? C'est un contact physique avec quelque chose de vivant qui évolue en fonction du temps et en fonction du travail de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver, celui-là, c'est vrai que l'an passé, il penchait très fort de ce côté-là, donc j'ai tapé dur pour essayer de le redresser. Et puis, il a réagi, puisque j'en ai coupé un gros morceau, donc ça a giclé un peu partout. Il y a des branches qui sont sorties, donc là, je vais sélectionner. Donc, c'est action, réaction. C'est un dialogue, quelque part, avec le végétal. C'est quand même une grande admiration de voir, justement, ces arbres. Voilà, il y a un acte difficile. Et la nature, la plante,
peut-être même qu'elle s'améliore, parce qu'on dit que ça survit plus longtemps ou ça produit mieux. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même, qui nous dépasse. Moi, je trouve. Et on ne contrôle pas tout, même si on aide à certaines choses. C'est jamais pareil aussi. C'est jamais pareil. Disons que le but d'un arbre, c'est de reproduire ses graines. Donc, lui, il s'en fout d'avoir des petits fruits moches tant qu'il y a un animal qui les bouffe et puis qui va un peu plus loin semer les graines. Lui, il est content. Donc, le fait de vouloir des fruits plus beaux, plus gros, c'est un détournement de la fonction primaire de l'arbre. Et donc, on entretient l'arbre, on le domestique pour essayer d'avoir le meilleur de ce qu'il peut nous produire. Et puis, en contrepartie, on prend soin de lui et puis on le fait vivre le plus longtemps possible. Donc, c'est du donnant-donnant. Mais la taille, parce que les arbres têtards, par exemple, ils vivent plus longtemps qu'un arbre franc. Les trognes, les arbres têtards, ils vivent plus longtemps. Donc, le fait d'avoir le geste de réduire à un moment une forme de végétation, ça lui permet de durer plus longtemps. Vous diriez que vous êtes attaché à un arbre et quand il meurt de sa belle mort, vous êtes triste? Oui et non. Non, parce qu'un arbre, en tout cas un arbre fruitier, c'est pas vraiment un individu qui est né. C'est un individu qui est né il y a très longtemps et qu'on fait perdurer par le greffage. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui est mort que lui il est mort en fait. C'est un peu comme si c'était une bouture qu'on avait mis là. Et puis celui à côté c'est le même. Donc si celui-là il est mort, c'est dommage, mais peut-être que ça va donner plus de lumière à celui d'à côté. Et puis on va pouvoir en remettre un. Donc c'est mourir sans disparaître en fait quelque part. Puis après il y a le problème que tous ces arbres qui vivent avec nous, c'est parce qu'ils nous permettent d'avoir une activité économique, moi je pense. Donc il y a une évolution dans ces variétés ou dans ce qu'on greffe ou qu'on accepte de continuer, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi produire quelque chose qu'on va vendre. C'est ce problème de l'économie. Mais bon, il y avait un arbre, une rainette étoilée, donc un arbre, un haut-tige. Il avait été couché par la tempête. Bon, tu l'as redressé, tu as fait en sorte qu'il ne disparaisse pas, en fait. C'était pas sûr que ça puisse fonctionner, puis ça a l'air d'aller. Donc voilà, il a été maintenu. Mais peut-être que économiquement, c'était peut-être pas la peine de le faire, je sais pas. On leur donne leur chance. On s'équilibre, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y en a un qui tire, un qui freine, et puis on essaye de conjuguer. C'est comme ça que... C'est ce que je dirais à tous les couples. Il faut être une bonne équipe. Une bonne équipe, c'est-à-dire on a des attitudes et des talents différents. Donc être à même de savoir que l'autre a des aptitudes qu'on n'a pas, et réciproquement. Je pense que c'est ça l'équilibre dont Didier parle. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a l'impression de maîtriser plus, ça peut entraîner des problèmes. Je pense que c'est ça. Moi, je crois que j'ai une grande admiration de la façon, de l'attitude naturelle. Je pense que c'est ça qui est naturel de Didier. D'avoir, je pense, c'est pas... c'est un optimisme serein, en fait. Il a une tâche qu'il admire, qu'il essaye de faire parfaitement bien, et il avance tout doucement. Moi, je donne l'exemple de dire, Didier, c'est le genre de personne, on lui a dit, il y a une montagne à déplacer, j'ai une petite cuillère, et il va commencer. Et voilà. Et il ne se projette pas combien d'années je vais mettre à déplacer mon... Tandis que moi, je suis là, alors on va faire un plan, Didier, avec tout ce qu'il y a, on va se projeter sur 10 ans, sur 5 ans, enfin, n'importe quelle information dans le programme,
Alors peut-être que c'est important pour lui de lui rappeler que dans 15 jours, ou dans 3 semaines, ou dans un mois, mais voilà, c'est pas plus que ça. C'est une manière de voir la vie, hein. C'est comme ça que je suis, je sais pas. Je pense que c'est... Je sais pas comment on explique ce qu'on est, c'est très compliqué. On se force pas à aller travailler, parce que notre fille nous posait la question, un truc que vous aimez et qui n'est pas forcément évident qu'on aime. Et Didier a répondu, nous on aime bien travailler. On aime bien travailler. Donc se lever le matin en sachant qu'on a un truc à faire, que ce soit nourrir les poules ou aller tailler un arbre, on a une tâche. Donc il n'y a pas à réfléchir et à demander quoi que ce soit. Il y a une tâche. Et ça, je pense que pour tous les deux, c'est important. Même la tâche des vacances. Didier sait que s'il prend un tout petit peu de vacances fin juillet, c'est pour dormir. Donc, voilà, c'est la famille et puis pas de se délester d'un moment comme ça. Mais je pense, hein. Oui. C'est marrant parce que vous avez utilisé le mot tâche des vacances. C'est rarement associé ces deux mots-là. C'est non, mais une période. Une période qu'on consacre aux vacances et aux vacances, on essaye d'être plus à la ferme. Donc on part et on essaye d'être le plus détaché possible. Faut toujours, maintenant grâce à l'informatique, on peut toujours être un peu connecté sur ce qu'il y a à faire et puis les urgences, mais le moins possible, quoi. Pas du tout. On ne va pas loin, hein, mais c'est vraiment un dépaysement d'être juste dans la verdure quelque part. Vous avez des salariés qui peuvent vous aider pendant que vous êtes absent? Ouais, mais disons que comme la ferme est assez diversifiée, il y a une somme de choses très différentes à faire. C'est pas comme si on était à l'usine où l'ouvrier il arrive, il sait que le matin il va aller serrer tel boulon, où il est telle pièce, et puis ou bien découper un animal en beefsteak ou en côtelette. Ici c'est en fonction de la météo, en fonction des commandes, en fonction de beaucoup de choses. Il y a plein de choses il y a plein de paramètres à prendre en compte, et c'est souvent le matin qu'on décide ce qu'on va faire le matin, quoi. Enfin, en tout cas pour la journée. Mais on a quand même de l'aide, c'est-à-dire qu'on a quand même des personnes qui sont capables de maintenir ce qu'il faut, par exemple, je vous dis l'arrosage, la surveillance, ça. Il y a quand même si c'est toi qui es plus à même de savoir qu'il y a des traitements de prévention dès qu'il va pleuvoir, donc il a son logiciel de suivi. Donc ça, il est à même de dire, il faudra faire telle dose de la bouillie, je sais pas quoi, pour préserver, parce qu'il va y avoir une pluie. Donc il y a quand même un petit peu une surveillance de ce côté-là, même si c'est un peu... Et puis après, on a quand même beaucoup aussi d'amis qui sont là pour assurer un petit peu, pour qu'il y ait... C'est pas fermé en fait. Ça continue quand même si c'est pas aussi développé. Et puis on choisit toujours une période où c'est plus calme. Où c'est un peu plus calme. Où la plupart des plants sont déjà installés. On n'est pas encore sur les grosses récoltes. Donc on a un petit trou là où on peut se sauver. C'est quelle période, ce petit trou? Souvent fin juillet. Toujours fin juillet. Et vous diriez que... Comment dire ça? Que vous devez attendre finalement que la nature fasse son œuvre, donc vous êtes finalement dépendant de ça, que votre vie personnelle est complètement soumise à votre travail? Soumise, c'est pas le bon mot, elle est intégrée. Oui. Et ça se confond en fait, c'est fondu. Ça, c'est la preuve. Oui, Ou mes petits marrons dans mon couloir, vous avez remarqué, c'est une belle décoration. Et c'est la fin de la récolte. Diriez-vous que le temps a changé depuis ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans votre travail et dans votre rapport au temps
ces dernières années? C'est-à-dire Avec le climat qui a sûrement changé. avec les changements climatiques, c'est quand même très compliqué à gérer. Après 2 années très sèches et très chaudes, on se retrouve sur une année extrêmement humide. Donc on était prêt à investir dans l'irrigation, et puis tout compte fait, il faut qu'on fasse du drainage. Donc je crois que ça va être de plus en plus compliqué à gérer. Et puis c'est aussi des grandes périodes de temps froid et humide. Et donc ça, c'est des facteurs qui ne sont pas très favorables pour les végétaux. Et donc il faut arriver à booster de manière naturelle en bio les végétaux pour qu'ils supportent ces temps-là. Et c'est un sacré travail. Moi, j'ai plus d'inquiétude par rapport à l'évolution du paysage. Vous voyez, ça me fait plus peur. Parce que je trouvais que notre endroit était un petit endroit bien préservé et que vivre ici, c'est chouette. Dans le bocage. Oui, et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est cette disparition, cette évolution qu'une jeune haie vite exploitée, coupée, fragmentée pour le bois déchiqueté, c'est formidable économiquement, mais c'est pas comme une vieille haie ancestrale. Et moi, c'est ça qui me... Et une pâture, c'est extraordinaire, mais une pâture labourée en champ de maïs, c'est moins mon plaisir. J'ai beaucoup de peur avec peut-être le raton laveur qui circulerait dans nos... Alors, qu'est-ce qu'on va devenir ? Des perruches, il y en a plein sur l'île. Est-ce qu'elles vont aussi investir tout notre... C'est cette évolution-là qui me fait... on ne maîtrise pas ce qui va se passer. Ça me fait un peu... Mais c'est pas fixe. La nature n'est pas fixe. Notre temps n'est pas fixe. Donc il faut accepter. Voilà. Vous partagez cette même peur, peut-être pas, vous, moins le futur, donc peut-être moins. Il y a des problèmes qu'on rencontre, qu'on ne rencontrait pas, auxquels on n'a pas nécessairement toujours des solutions adéquates. Donc après, rien n'est fixé, mais nous, on a un temps fixé quand même. Et donc il faut qu'on arrive à faire vivre notre société, notre ferme, dans ces paramètres nouveaux, que ce soit environnementaux ou économiques, et puis faire reconnaître la valeur de notre travail au niveau du consommateur final, qui des fois se laisse un peu berner par des choses à peu près. Donc, il y a des facilités pour les gens. Donc on voit par exemple dans le cidre, nous on travaille en méthode traditionnelle, donc on fait une prise de mousse naturelle en bouteille, et donc ça demande un suivi et une connaissance technique approfondie, tandis qu'on voit de plus en plus, il y a à peu près 90% du cidre qui est produit en France, que ce soit en industriel, c'est 100%, mais maintenant de plus en plus en cidre fermier, c'est du cidre avec des bulles dedans, quoi. Donc on rajoute du CO2 dans du jus de pomme qui vient juste de fermenter, donc ça fait une espèce de Coca-Cola. Ça n'a pas vraiment le goût du cidre, mais ça a un goût de pomme compotée. Et ces produits se retrouvent dans un rayon à côté du nôtre, c'est écrit cidre fermier, et donc en tout petit c'est écrit gazéifié, et encore parce que c'est en bio, mais en pas bio, ils sont même pas obligés de le mettre. Et donc c'est sûr que le coût de production, c'est pas le même, et le goût n'y est pas non plus, mais les gens, ils voient ça, lequel je choisis. Donc il y a une explication importante qui est à donner pour éduquer le consommateur à ce qu'est un vrai produit qui respecte la tradition et qui va donner un goût tel que
on devrait s'attendre à l'avoir, et non pas un goût à peu près, un goût un peu flatteur de compote, mais avec des fausses bulles, et éventuellement, puisque quand on a mis des fausses bulles, ben, il va rester toujours un petit peu d'oxygène dans la bouteille. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rajoute des sulfites dedans pour ne pas d'avoir un goût d'oxydation. Et donc le produit, il va pas correspondre à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont quand même très sensibles au sulfite. Et d'autre part, ça a un goût de compote. Donc soit on veut du cidre, on boit du cidre, soit on veut de la compote, on mange de la compote, quoi. Mais tous les consommateurs, il y a une évolution du goût. Ça, c'est clair pour tout, je pense. Et l'éducation au goût, c'est pas à nous, on n'est pas capable. Et je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une évolution. On voit par exemple dans les salades, on a des salades anciennes qui se conservaient très longtemps, qui sont des chicorées, qui ont un goût amer. Maintenant, très peu de gens sont encore habitués au goût amer. Et c'est bien dommage parce que l'amertume, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Et donc, bien sûr, le sucré, c'est très facile, l'acidulé, c'est très facile. Donc, on a des générations d'enfants ketchup qui, elles, n'ont jamais goûté de produits amers. Donc, on ne peut pas leur faire goûter un artichaut ou une endive. Ça, c'est impossible, quoi. Et donc, il y a toute une éducation à faire qui peut très vite se perdre. Parce que, bien sûr, on va au plus facile et puis il y a des choses qu'on apprécie qu'en goûtant plusieurs fois et une fois qu'on a passé une certaine barrière, on trouve que c'est vraiment très bon. Mais c'est la première fois qu'on tombe sur quelque chose d'amer, on dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas facile, c'est pas un goût d'enfant, c'est un goût plus adulte, quoi. » Mais même au niveau des enfants, nous, notre fille, elle mange des endives comme ça, crues, elle croque dedans, quoi. Sans vinaigrette. Donc c'est une question d'éducation, quoi. Ouais, mais c'est pour tout, je crois. Si on va au plus facile, on va tomber sur des gens qui n'auront aucune éducation culinaire. Et puis, bien sûr, si on va que sur du sucre et du gras, ben, on aura des maladies qui vont en découdre aussi, quoi, parce que c'est pas une alimentation riche et équilibrée. Mais est-ce que l'alimentation est la base d'une personne plus saine? C'est ça que les gens peut-être n'ont pas compris. Parce que s'ils sont malades, ben, ils seront réparés par la médecine. C'est le monde d'aujourd'hui, je pense, qui a évolué. Tandis qu'avant, ben, on n'avait que le moyen d'avoir un petit peu d'équilibre. Enfin, sans se poser la question. On voyait que les choses, elles fonctionnaient qu'avec ton alimentation. Enfin, plus on a une alimentation saine et équilibrée, plus on va vers la santé, plus on a une alimentation déséquilibrée, plus on va vers la maladie, c'est sûr. Ben, ce qui n'empêche pas qu'on peut manger que des bonnes choses et tomber malade quand même. Mais c'est ça, c'est le plaisir de se manger et d'avoir des découvertes en mangeant, parce que l'aliment, c'est quand même la base de la journée. Enfin, il y a un acte de manger chaque jour, mais est-ce qu'on peut avoir du plaisir avec ce qu'on mange? Je pense que ça, je sais pas si ça évolue, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de plaisir. Nous, on fréquente que des gens qui trouvent du plaisir, qui goûtent nos pommes. Ben, elles sont pas comme les autres, où il y a un goût de terroir. Moi, j'ai déjà eu des réactions il y a très longtemps, avec des pommes sur l'île, et puis une maraîchère me dit, vos pommes, la même variété qui pousse à côté de chez moi, c'est pas bon, et la vôtre, elle est bonne. Donc il y a un goût de terroir. Ben, tout le monde n'a pas cette sensibilité, cette aptitude à... Moi, c'est les pommes de terre. Une pomme de terre, il y a un goût quand même dans une pomme de terre, et toutes les pommes de terre ne se valent pas. Il y a vraiment des saveurs. Ben, tout le monde n'a peut-être pas cette aptitude. Et toi, tu vas... Même, ils continuent encore à avoir ils ont des stages pour apprendre à goûter le cidre, et ils développent encore plus leur aptitude à avoir des petites choses. Et ça, c'est pas courant. S'il y a cette démarche-là, peut-être vis-à-vis du vin, il y a des gens qui veulent développer
leur sens. Mhm. Je ne sais pas si c'est une évolution avec la maturité de la personne, si c'est à cause de l'éducation, je ne sais pas. Et votre fabrication du cidre, votre technique, et donc elle nécessite plus de temps, j'imagine? Eh bien, on veut justement que le temps fasse son action. Donc c'est pas les réactions, enfin l'évolution du cidre, elle va être différente si on essaye de la faire durer longtemps ou on essaye de la raccourcir en industriel. En une semaine, le produit est terminé, quoi. Tandis que nous, ben, ça va nous prendre tout l'hiver. Et c'est Et en on va- fonction de la température et de la pression quand même. Avec le changement climatique, il y a quand même des évolutions. Non? Si, quand même. Ben, c'est Tu parlais de refroidir même la zone où on fabrique le cidre. Ouais, c'est-à-dire que le changement climatique va influencer sur la transformation, puisque la température est importante. Mais c'est aussi savoir si on a eu un été sec ou un été humide. Ça va changer aussi sur la qualité de la pomme, au niveau du potentiel de fermentation qu'il y a dans les pommes. Donc là, on avait des années plus sèches pendant 2 ans. On avait des cidres beaucoup plus calmes, plus faciles à travailler qu'une année comme c'est l'année passée, où il a plu tout le temps. Et donc, les pommes étaient riches en énergie à dépenser. Et donc là, nous, on essaye de canaliser cette énergie par notre travail de cidrier. Et là, on a dû avoir plus de manipulation pour épuiser un peu nos cidres, de manière à ce qu'ils soient assez calmes pour les mettre en bouteille. Ouais, parce qu'on veut qu'ils refermentent en bouteille sur leur sucre propre. Et donc, il faut qu'il y ait encore assez de sucre dedans et encore assez d'énergie pour que les levures se développent. Mais pas trop. Sinon, quand on ouvre, il y a la moitié de la bouteille qui s'en va. Et donc, tout notre travail, c'est d'arriver à calmer le cidre par des soutirages. Donc, on profite du fait qu'il fasse froid, les levures ont tendance à se déposer dans le fond. Hop, on récupère le dessus de la cuve et on écrème un peu par le bas en épuisant les levures. Donc, à force de faire ça, le potentiel de développement des levures va diminuer puisqu'on va retirer ce qu'elles consomment en retirant le paquet de levures. Et on doit arriver à un moment d'équilibre où on peut se dire, là, on peut mettre en bouteille. Il y a assez d'énergie pour que ça continue à fermenter et à faire que ça développe des bulles naturelles, mais pas trop pour ne pas que la pression soit trop forte et que la bouteille parte à moitié dans l'évier. Je regarde toujours quasiment tous les jours la météo agricole. On voit à peu près à 5 jours à l'avance. Et après aussi au niveau on a une station météo dans le verger qui est reliée à la chambre d'agriculture. Et aussi on est abonné à un service de traitement des données issues de cette station pour voir les maladies de la pomme. Et la probabilité de... Et donc en fait, il y a ça passe dans un gros ordinateur. On sait que avec les conditions météo qu'on a et celles qui sont prévues dans les jours qui vont venir, on est sur une période à risque pour telle ou telle maladie. Et donc, en face de ça, en face de la météo qui va arriver, on doit choisir ce qu'on va faire comme produit préventif ou curatif avec les produits qu'on a en bio pour arriver à ce que la maladie ne se développe pas. Et donc là, on a aussi sur ce logiciel des estimations de la météo
des flux météo qui vont arriver. Donc je suis toujours en train de regarder ce que l'un, ce que dit l'autre. Et après, au niveau de l'arrosage, c'est principalement des arrosages dans les serres. Parce que dans les serres, il ne pleut pas. Et sinon, en plein champ, on arrose très très peu. La plantation. Juste souvent qu'à la plantation, quoi. Une année, t'as arrosé un peu plus. Ouais. On n'est pas très équipé pour ça. Et puis après, on fait un peu confiance au climat de la Vénois-Thiérache, qui est quand même un climat assez humide. Et puis aussi, on fait confiance à notre sol, qu'on essaye d'entretenir de manière à ce qu'il soit très vivant, grâce à un compost enrichi et à des traitements naturels qu'on met dessus, quoi. Donc des rotations, des engrais verts, on essaye de le maintenir au top de sa forme, au niveau de porosité par exemple, beaucoup de vers de terre, beaucoup de champignons qui vivent dedans et qui font en sorte que notre terre elle est assez grumeleuse. Donc c'est pas comme un champ de céréales qui est complètement tassé. Donc en mettant les bonnes conditions pour le respect du sol, on peut arriver à vivre un peu avec le moins possible d'arrosage, quoi. C'est-à-dire que la terre est peu profonde, surtout. Donc on a souvent 30-40 cm de terre, après on arrive sur l'argile souvent. Et la terre, la partie arable, elle est plutôt argilo-limoneuse, quoi. Qu'on a un peu de sable, mais c'est une terre assez fine. Et donc il faut de la matière organique. Et entretenir la matière organique, quoi. Du bon fumier. Un bon compost de bovin avec de la paille dedans, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Je passe à ma dernière question. Alors, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de journée type puisque vous prévoyez votre journée au matin au réveil. Mais du coup, je vais vous demander de me raconter la journée d'hier. Bah, c'est simple, Anne, c'est le mardi, c'est le jour de la MAP. Donc la MAP, c'est un système où on est soutenu par des citoyens qui s'engagent à prendre un panier de légumes toutes les semaines, toute l'année à peu près, hein. Et donc Anne, elle prépare le panier en fonction des récoltes ou des stocks qu'on a. Et puis donc ça s'équilibre en fonction de ce qu'il y a à faire, des retours de marché, de ce que toi tu proposes de m'aider. Et donc là, il y avait des poireaux, J'ai vu ce qu'il fallait. des pommes de terre, des carottes. Parce que bon, il y a les courges, il y avait des restes, les poireaux de marché. Et, bon, j'étais juste chercher les salades. Enfin, ça m'a occupé ma journée. Puis le magasin, il ouvre à 4h30, donc il faut qu'il soit prêt. Et les gens viennent à partir de cette heure-là. Donc tout est à leur disposition et c'est eux qui font leur petit panier. Moi, j'ai écrit ce qu'ils auraient dans leur panier et c'est eux qui choisissent leur petit marron, qui prennent leurs 2 poireaux, qui prennent leurs carottes, leurs oignons. Donc bon, alors j'ai fait ça, que du maraîchage. Donc moi, ça m'a occupé jusqu'à 7h le soir. Le magasin, il ferme à 7h le mardi. Et toi, tu étais taillé. Il a eu un coup dans l'œil avec une branche et ça m'a inquiété très fort quand je suis rentrée. Donc ça nous a occupé aussi beaucoup. Et donc là, l'hiver, je surveille les moutons. Donc c'est la période où ils sont en train d'annuler là maintenant. Donc faut que je passe régulièrement voir si tout va bien. Donc c'est comme variété, comme race, on a des Shropshire. Donc c'est une variété, une race rustique de moutons qui se débrouille généralement tout seul. Et donc on les promène dans le verger pour brouter l'herbe sous les arbres. Ils ne sont pas enfermés au moment de l'annulage. Elles sont encore tout à fait libres. Donc c'est plus ou moins facile de voir les petits et... Moi, je me demande si elles savent compter, rien que ça.
Parce qu'elles sentent un petit, mais s'il y en a un deuxième, est-ce qu'elles vont... on peut s'éloigner un peu trop et puis ça peut être vite plus compliqué. Oui, il y en avait qu'un. Donc après, j'ai un peu géré l'équipe, savoir qui va faire quoi. Donc il y a une équipe il y a 2 personnes qui sont au tri des fruits. Donc calibrer les fruits, voir ceux qui sont beaux qu'on peut mettre dans les caisses à vendre et puis ceux qu'on va devoir passer en compote ou au jus. On a fait, Cédric, il a fait de l'arrachage d'une vieille parcelle de pommiers qui va être remise à neuf et qu'on va planter des poiriers à la place. Moi, j'étais taillé dans les poiriers. Voilà. Et voilà. S'occuper On a des... une dame qui s'occupe le matin seulement pour étiqueter des bouteilles. Donc elle a une grande autonomie et puis elle s'est préparée un petit peu ce qui va être nécessaire pour qu'on ait toujours le stock correct. Donc là, il y a une petite fourmilière qui s'agite un peu et le maître des lieux. Et puis Ce monde. surveiller les commandes, parce que là, on va, le mercredi, une fois tous les 15 jours, on monte sur l'île, livrer les magasins, restaurateurs, épiceries fines. Et donc, on demande à ce qu'ils passent leurs commandes pour le mardi pour être livrés le jeudi. Et donc, on essaye de voir un peu, au fur et à mesure, qui a commandé pour préparer déjà, pour anticiper la livraison du mercredi. Donc, le mercredi, on va Là, on va devoir préparer la commande, charger les camions, et puis organiser la tournée pour voir au niveau logistique dans quel sens on prend l'affaire, si on a besoin d'un camion ou 2 camions. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, oui. peut-être une forme de tolérance de la part de la famille pour notre organisation. Hein? Comme le métier se fond avec la famille, bon, ça va peut-être déranger notre fille qu'on aille la chercher au collège en botte. Et d'un autre côté, quand on lui ramène un petit mouton dans la cuisine, elle est contente de s'en occuper. Donc c'est comme dans tout, il y a à boire et à manger, quoi. Oui, j'imagine que votre planning il est contraignant quand même aussi pour la vie de famille. Parce que c'est vrai que... Elle a quel âge votre fille? Bientôt 14. Bientôt autonome. Ouais. C'est un âge où elle commence à avoir de la critique aussi. C'est l'âge du collège, donc on aime bien être dans un certain moule. Et le moule agricole ne correspond pas au moule général, quoi. Mais bon, il y a toujours des bons côtés aux choses. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps existe cette ferme et depuis combien de temps vous travaillez ici? Donc elle a été créée en 91, directement en bio, par mes parents qui avaient 45 ans à ce moment-là, et qui avaient envie de changer de vie. Donc ils ont quitté... À un moment, elle venait de Fourmies. Ouais. Elle était née à Fourmies. Mais ils étaient ensuite vers Couvain. Hein? Non? C'est pas Couvain? Non, mais... donc en fait, ma mère est de Fourmies, mais issue d'un milieu ouvrier. Mon père était fils d'un petit fermier en Belgique à Couvain. Et ils ont quitté tout, ils sont allés vivre en Belgique. Ma mère, à la fin, elle était commerciale pour des aspirateurs et mon père était ingénieur plutôt dans la programmation de robots, des choses comme ça, pour les machines à outils. Et donc, ils ont eu envie, à 45 ans, de changer de vie. Et ils ont commencé ce projet ici. Donc, il y avait une ferme à vendre où il n'y avait plus rien, que des pâtures. Donc, ils ont commencé à planter, puis à faire un peu de maraîchage. Puis toi, t'es arrivé. Et donc, nous, on a repris en 2011.
Bah, toi, tu étais déjà installé. Ouais. Donc moi j'ai travaillé avec eux. Et en 2011, on a repris, ils sont partis à la retraite. Ouais, et c'est Terre de Liens qui a donc acheté le verger. foncier. Et donc il y a eu une équipe de fermiers dont nous faisons partie pour reprendre en fait la structure. Et ouais, donc 2011, en tant que structure, Ouais. comment elle est à peu près. Donc au moins ça, Terre de Liens, c'est au moins la certitude que cet espace va rester un espace, une entité de ferme, quoi. Vous pensez ça? Puisque les propriétaires, collectivement, ils ont choisi d'avoir justement la même activité qui puisse durer. Donc c'est pas une ferme qui est censée disparaître à l'agrandissement et être retournée en maïs ou en pommes de terre. Une bonne chose. Ben, c'est pas évident pour Terre de Liens, je pense, d'avoir cette place de reprendre des fermes qui existent. Et la tendance, elle est plutôt à voir disparaître toutes les petites structures pour que de plus grosses existent. Avec la rentabilité qu'on imagine pour des plus grosses par rapport à des plus petites. Mais la qualité de vie, je ne sais pas si c'est la même. Mais bon. Après, la rentabilité est encore un peu... Les grosses fermes, ils sont partis dans un système où ils doivent investir énormément. Et pour avoir une certaine rentabilité, ils réinvestissent. Ce qui fait que ça ne peut que gonfler. C'est un peu une course jusqu'à aller droit dans le mur. Parce qu'après, ils se retrouvent avec une ferme qui est ingérable. Et il n'y a personne qui peut reprendre ça. Les enfants, ils vont pas s'endetter pour 100 ans à reprendre la ferme que les parents ont fait gonfler. Mais c'est l'évolution en société, puis c'est l'évolution de l'agriculture. Ce sera plus le même type d'agriculture. Ben, nous, on pense qu'il y a encore de la place pour faire, sur des petites structures, des bons produits et du bon travail en respectant la nature. Voilà.